Alors c'est parti pour une bonne vieille vidéo, exercice, animation. Juste ici, on va refaire la petite sous-navigation d'onglets de YouTube. Donc si on va sur YouTube et qu'on cherche quelque chose, Italia Squisita, hop, l'Italie exquise. C'est une chaîne qui parle de recettes, etc. Bref. On voit une petite animation au niveau des onglets ici. Quand je clique quelque part, par exemple la communauté, je vois que ça va bouger en dessous, vous voyez. On va avoir une sorte d'animation intelligente qui va hop, se déplacer vers les différents onglets. Non seulement ça se déplace, mais en plus, alors j'espère que vous m'entendez bien, hop, en plus à chaque fois ça prend la taille de l'élément en question. Vous voyez, communauté ça prend cette taille-là, vidéo ça prend cette taille-là, etc., etc. Donc on peut inspecter si on le souhaite, on va tomber sur, voyons voir ce qui change, c'est ça. C'est cette petite div ici, et on voit qu'il y a du style en ligne, donc ça a été c'est modifié en JavaScript ici. À chaque fois là j'ai width 49 pixels, là j'ai communauté, c'est une largeur de 96 pixels, etc., etc. Donc en fait on voit que c'est dynamique en JS et que ça va s'adapter, parce qu'en pur CSS on ne peut pas arriver à vraiment s'adapter à la largeur comme ça de chaque élément. Ok, donc on va faire ça ensemble. Vous pouvez retrouver ce code source. Alors, vous pouvez retrouver un dossier avec à la fois le code source et le code de départ. Donc, je vous ai créé deux dossiers comme ça, starter et source code. Donc, vous pouvez retrouver tout ça en description. Si vous aimez ce contenu, vous pouvez vous abonner à l'école du web et vous avez accès à un tas de contenus premium directement. Vous pouvez aussi suivre mes cours sur Udemy. J'ai mis un site en description également qui s'appelle liste des cours, et sur Udemy vous achetez les cours un par un, alors que sur l'école du web vous vous abonnez et vous avez accès à tous les cours d'un coup. Voilà pour la petite pub, on va pouvoir démarrer, hop, on va résoudre ce problème ensemble. Donc avant de commencer, vous pouvez évidemment essayer de le faire tout seul, il vous suffit de télécharger le code source et d'essayer de résoudre tout ça. Donc des boutons ici d'onglets avec une navigation intelligente. Voilà, vous pouvez essayer de le faire de tête, ou si vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de vous dire tiens, qu'est-ce que je ferais pour résoudre ce genre de choses. Ok, donc nous ensemble on va pouvoir résoudre tout ça, donc je vais peut-être, hop, je peux même zoomer un petit coup ici je pense, hop, et me mettre comme ça, pour que vous puissiez bien y voir sur portable également. Donc vu que c'est un système d'onglets, je peux utiliser l'élément article en HTML. On pourrait dire, article c'est pas juste pour les articles, non c'est pas que pour les articles, c'est pour les éléments indépendants sur une page. Donc par exemple un composant indépendant peut peut utiliser comme ça l'élément article. Si vous ne me croyez pas, on peut aller sur article MDN et vous verrez que c'est bien précisé ici. The article elements représente un élément qui se contient tout seul dans une page, et ça peut être plein de choses. Regardez, un post de forum, un article évidemment, mais ça peut être aussi toutes sortes de snippets de widgets et de gadgets interactifs. Voilà, donc par exemple ici, ils vous ont montré un exemple juste là. C'est quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais bon, on peut l'utiliser. Ensuite, donc, de quoi est composé comme ça notre système d'onglets? De plusieurs onglets en haut avec des boutons. Donc on peut avoir une partie hot avec tabs __ container. Donc j'écris avec un style BEM, block element modifier, block, element, et les modifiers sont des classes qu'on rajoute si on a envie de modifier certaines choses comme des animations ou juste une couleur, ce genre de choses. Donc je vais avoir un bouton ensuite à l'intérieur, tab, ça va être l'onglet en question. Je vais avoir par exemple accueil juste ici. Maintenant je peux faire Shift Alt flèche du bas, je duplique, comme ceci. Et je viens changer juste le titre, vidéo, shorts et playlist. Donc notez que j'utilise des boutons ici car nous avons affaire à une fonctionnalité, on va dire, nous n'allons pas quelque part avec cette fonctionnalité. On montre du contenu, donc c'est vraiment une fonctionnalité plutôt que le fait d'aller quelque part. Si on va quelque part, c'est un lien, que ce soit sur la même page ou sur une autre page. Si on effectue une fonctionnalité, donc montrer comme ça plusieurs contenus différents, eh bien ça reste un bouton. Voilà. Parfois c'est pas si évident que ça d'utiliser soit un bouton, soit un lien. Ok, donc ensuite on va voir la smart bar, comme je l'ai appelé, donc div.tabs __ smart bar. Comme ceci. Ok, donc elle va simplement suivre les différents liens comme ça. Alors, le contenu en dessous, je ne l'ai pas fait. Si vous voulez le faire, j'ai déjà fait une vidéo dessus en fait. École du web, onglet, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mon VPN quelque part, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Et donc j'ai cette vidéo, coder des onglets en JavaScript, si vous voulez voir comment ça fonctionne, le fait de montrer le contenu en dessous. Là, on va vraiment juste s'intéresser à la partie animation. Voilà. Donc c'est bon pour notre HTML, on peut passer au CSS juste ici. Donc on a un simple reset, margin padding, box sizing, border box.
On prend en compte le padding et les bordures dans le calcul des hauteurs et des largeurs. Padding top, etc. Donc tabs juste ici, on va lui mettre width fit content. Donc tu prends la largeur de ton contenu et margin 0 auto. Et hop, ça nous permet de centrer tout ça. Donc fit content, parce que sinon de base c'est un élément bloc, il prend tout l'espace de gauche à droite. Si vous mettez margin 0 auto sur un élément bloc, ben, on ne peut pas mettre de marge à gauche en tout cas. Et donc ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression de ne pas vous avoir très bien expliqué là. Je vais vous montrer. Hop. Donc si j'inspecte ceci, clic droit, tac, j'ai mon élément tabs juste ici. Il prend déjà, vous voyez, toute cette partie-là, de gauche à droite. Donc il n'y a pas de place pour mettre de la marge à gauche et à droite. Alors que si je mets width fit content, eh bien sa largeur, ça va être le contenu qu'on a juste ici. Alors voilà, on voit le contenu au milieu, et à gauche et à droite ont été placées des marges auto. Voilà. Ok, j'essaie de faire des explications assez complètes, peut-être qu'il y en a qui savent déjà tout ça, mais il y a aussi des débutants, donc il faut s'occuper de tout le monde. Donc on vient faire ici tabs container ensuite, c'est l'élément qui contient nos différents boutons. DisplayFlex juste ici. Pourquoi j'avais mis displayFlex? À mon avis, j'avais fait quelque chose d'autre de base, ça c'est un reste de ce que j'avais fait de base, mais les éléments sont déjà les uns à la suite des autres. Je ne pense pas que ce soit si utile que ça. On y reviendra peut-être dessus. En tout cas, on voit le petit écart entre les éléments ici. Pourquoi, à votre avis? Parce que ce sont des éléments inline block, donc comptés en gros comme du texte. Et donc, entre chaque mot d'un texte, il faut qu'il y ait un petit écart. Peut-être pour ça, tiens. Le displayFlex va l'enlever, en fait, quand vous êtes en mode Flexbox. Eh bien, ça va l'enlever pour les enfants. Donc, bon, pour ça, déjà, c'est bien. On va le laisser, finalement. Ensuite, position relative, donc ça, je l'expliquerai plus tard. Pour l'instant, je ne vais pas vous l'expliquer, sinon ça va être trop compliqué à expliquer, c'est un rapport avec le JavaScript. Et gap 10 pixels. Alors gap 10 pixels, c'est un écart entre les éléments. Donc finalement, vous voyez que bon, displayFlex enlève le petit écart de base entre les éléments inline et inline block. Et gap, je l'ai rajouté ici. Mais bon, vu que c'est un écart un peu plus grand, on garde le flex ici. C'est quand même pas mal. Ok. Alors tabs, ensuite tab, donc c'est-à-dire les boutons en eux-mêmes, les onglets en eux-mêmes. On met du padding 8. Donc là, j'utilise, vous voyez, une emmet abbreviation. Donc emmet fonctionne aussi avec le CSS, c'est un peu moins connu, mais on peut faire ce genre de choses. P8, hop, j'appuie sur Entrée ou sur Tab, et ça nous écrit padding 8. Ok, font size, on lui met 18 pixels, parce que de base, les boutons, ils ont déjà aussi un font size. Border, none, on enlève les bordures. BG, none, on enlève le fond. Hop. Alors, BG, none. Cursor pointer pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Et color, F1, 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 encore une fois. Petite abréviation emmet ici, hop, comme ça. Donc là, je suis un peu zoomé, je vous rappelle, donc à 100%, ça donne ceci. Voilà. Ok, donc on commence à voir ce qu'on a juste ici. On n'a juste pas la smart bar qui est juste ici, donc on va la coder. Enfin, on va la styliser. Tabs smart bar. De base, on lui met une width de 0 pixels. Et on va l'initialiser en JavaScript. La hauteur, je lui mets 3 pixels. Voilà. BG color, on va lui mettre... alors, BGC, on va lui mettre F1, F1, F1. Border radius, on va lui mettre 99 pixels. Ok, et donc pour qu'il y ait une petite animation, on va mettre une transition. Une transition sur quoi? On évite les transitions all, ça peut mener à pas mal de bugs, et ce n'est pas très performant. On transitionne seulement la propriété qu'on a besoin de transitionner. Donc transform 0,2 secondes is out. Voilà. Parfait, on en a fini, c'est terminé. Alors si on met un peu de width, on devrait apercevoir la barre qui est juste là. Mais pour l'instant, elle est à width 0 pixels. Ok, donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir passer au JavaScript. On a besoin de deux choses. On a besoin des différents onglets et on a besoin de la smart bar. Donc comme ça, on pourra adapter la smart bar à la largeur de l'onglet sur lequel on vient de cliquer. Donc pour prendre tous les onglets, on fait const tabs égale document.querySelectorAll. On n'oublie pas le all, c'est tout. Tous les onglets, donc tabs __ tab. Ok, ensuite en dessous, const tabs smart bar est égal document. Je viens sélectionner, cette fois-ci une simple sélection, donc juste query selector, pas query selector all, tabs smart bar, comme cela. Ok, c'est très bien tout ça, mais query selector all nous retourne une node list, et les node list, alors je vais vous montrer, on va loguer tabs, on est juste là, c'est une node list, vous voyez. C'est une structure de données en JS, c'est un objet sous le capot, mais ça se comporte d'une certaine manière. Dans son prototype juste ici, je vais avoir certaines méthodes pratiques, mais je ne vais pas avoir par exemple
index of, etc. Je vais juste avoir for each par exemple, comme on connaît juste là. Alors qu'avec les tableaux, j'ai énormément de méthodes très pratiques. Et donc si je le transforme en tableau ici, tac, et que je rouvre tout ça et que je rouvre le prototype des tableaux cette fois-ci. Donc j'ai une vidéo sur les prototypes si vous voulez aller le voir. C'est un concept qui est assez avancé néanmoins si vous êtes vraiment débutant. Bon, juste retenez que dans le prototype des tableaux, vous avez toutes les méthodes pratiques des tableaux, en fait, qui justifient leur existence, parce que c'est pour ça que les tableaux existent. C'est grâce à toutes ces méthodes qu'on a juste là. Bref, c'était un petit aparté. Alors, est-ce que ici, la node list va nous convenir? Oui, c'est assez. Mais parfois, en fait, quand on a envie d'utiliser une méthode map ou quoi que ce soit sur tabs, eh bien, on va avoir une erreur, parce que, en fait, j'ai une node list ici. Donc, je n'ai pas un tableau. Mais si vous voulez le transformer en tableau, c'est assez simple, comme je vous ai montré. Alors, ça ne veut plus me le montrer, étrangement. Vous pouvez mettre des crochets ici, hop, hop, d'accord, et on va spread les différents éléments de la node list, avec le spread opérateur ici. Donc ça crée un tableau avec les différents éléments. Voilà. Donc, on peut continuer. On a envie d'initialiser la barre, la smart bar, avec la largeur du premier élément. Comment on fait? On vient ici, on fait tab smart bar, je change son style, je change quelle propriété width est égal, j'ouvre les backticks, j'intègre une expression JS juste ici dans une chaîne de caractères, tabs 0 de scroll width. Scroll width, c'est la largeur de l'élément. Et je mets pixel après, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, c'est bon, vous voyez, ça fonctionne. Alors, de quoi j'ai besoin maintenant? J'ai besoin, lorsque je clique sur un bouton, de changer la largeur de la barre et de la faire se déplacer au début de chaque bouton, du bouton en question. Donc, comment je fais pour ajouter un écouteur d'événements à tous ces éléments? Eh bien, j'utilise forEach, tabs.forEach. ForEach est présent dans le prototype des node lists, donc je peux utiliser ForEach avec les node lists et les tableaux. Pour chaque tab, je suis à l'écoute d'un événement, tab.addEventListener, lequel clique, et je vais déclencher quelle fonction quand je clique sur un bouton, handle tab switch. On va se créer cette fonction histoire de ne pas avoir une petite erreur dans la console. On prend l'objet d'événement E, je vais y revenir, et c'est bon. Alors forEach, ça attend une fonction callback qui va être exécutée, et on va lui fournir à chaque fois chaque élément de la node list ou du tableau. Donc en fait, chaque bouton. Cette fonction callback va être exécutée avec chaque bouton, chaque onglet ici. Ici, il y a un return implicite, bon, il ne faut jamais l'oublier, mais en l'occurrence, ça ne change pas grand-chose ici. En fait, ça va retourner ce que retourne addEventListener, mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'exécuter cette méthode-là, voilà, de mettre en place cet addEventListener. Voilà. Donc les fonctions fléchées en tant que fonction callback sont très pratiques parce qu'elles sont plus lisibles. Tout ça tient en une ligne. D'accord? Ok. Donc à chaque fois que cet événement va être exécuté sur cet élément, le navigateur va appeler cette fonction, enfin le moteur JS va appeler cette fonction en lui passant quelque chose, en lui passant un certain argument ici. C'est l'objet d'événement. Vous pouvez l'appeler event, comme vous voulez. Donc je clique sur short par exemple, et tiens, j'ai un objet rempli d'informations pratiques ou pas, suivant ce que vous voulez faire. La position du clic, etc., sur quel élément on a cliqué, ce genre de choses. Ce qui nous intéresse ici, ça va être e.target ici. Ça va être l'élément sur lequel je viens de cliquer. Ok. Une fois qu'on a cet élément-là, finalement, qu'on a e.target, eh bien, on va pouvoir retrouver sa largeur et sa position par rapport à son container. Donc, on commence avec la largeur. Tabs smartbar, .style.width. En fait, je vais faire la même chose qu'ici. Sauf que cette fois, ça va être de manière dynamique avec cet objet d'événement ici. Donc, je fais e de target, .scrollWidth. Et là, ça change. Bon, la largeur n'est pas trop différente, donc on ne le voit pas trop, mais si vous rajoutez une grande largeur ici, vous voyez que ça change. Là, je prends la largeur de shorts, là, je prends la largeur de playlist, etc. Ok, très bien. Donc ça, c'est la largeur, ça, c'est fait. Maintenant, comment on va faire pour que cette barre se déplace? On peut penser évidemment à translate x en CSS, et il nous faut retrouver cette valeur. Cette valeur va être trouvée avec offset left. Donc attention, tabs smartbar, .style, .transform cette fois-ci, est égal. Et là, j'ouvre les backticks. Je vais translate sur x. Je vais faire une translation sur x. Très bien, donc translate sur x juste ici. J'ouvre les parenthèses, j'ouvre un $accolade parce que j'intègre une expression JS. Pardon, à force de parler, j'ai l'envoi enroué. Et donc ici, on va faire e de target,
.offsetLeft, c'est cette propriété qu'il fallait trouver, offsetLeft, et je mets le petit pixel ici. Donc testons déjà si ça fonctionne. Ça a l'air de bien fonctionner. Vous voyez que ça se déplace à chaque fois, même si je vais d'un onglet à l'autre. Ça se déplace et la largeur change aussi. Mais qu'est-ce que c'est offsetLeft? Eh bien, on va le loguer par exemple. On pourrait le loguer juste ici. On va loguer E de target de offsetLeft. Hop. Si je clique sur accueil, eh bien c'est 0, parce que c'est complètement collé à son container. Si je clique sur vidéo, c'est 84, par rapport au bord du container, tabs container ici, vous voyez? Là, hop, il y a 84 pixels. Si je clique sur playlist, c'est 243, etc., etc. Attention, parce que à chaque fois qu'on joue avec ces propriétés qui nous donnent des valeurs par rapport à la position des éléments géométriques, etc., il y a plein de choses qui rentrent en compte, et si vous plongez dans la doc, en général, vous vous arrachez les cheveux parce que quand vous découvrez tout ça, et même après, et même aujourd'hui, parfois, je ne me souviens pas de toutes les règles en rapport avec tout ça. Donc attention, pourquoi je vous ai fait mettre un position relative ici? Parce que c'est la position... Donc offset, ça veut dire décalage gauche. Décalage gauche. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez comment ça fonctionne. Décalage gauche, mais par rapport à quoi? Par rapport au dernier ancêtre positionné. Positionné. Positionné, c'est avec une position autre que statique. Donc par rapport au dernier ancêtre positionné. C'est pour ça que je vous ai mis position relative ici. Sinon, qu'est-ce qui se passe? J'actualise, je clique sur vidéo. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va très loin comme ça. Parce que si ça n'a pas d'ancêtre positionné, ça va être par rapport à l'élément bloc initial, le bloc initial, dans lequel tout est rendu. Et le bloc initial, eh bien, c'est un bloc qui démarre à partir du côté gauche, comme ça, de notre écran. Donc en fait, ça va être à partir du côté gauche de l'écran ici, si ça n'a pas de parent positionné. Donc je lui ai mis le parent positionné, qui est son parent direct, et donc comme ça, c'est décalage gauche par rapport à ça, et non plus par rapport à ça, par rapport au bord de la fenêtre. Voilà. Donc c'est une petite spécificité, mais et puis il n'y a pas que ça, hein. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ce sont les joies de faire des calculs un peu géométriques avec les éléments du DOM et avec toutes les propriétés qu'on peut retrouver du CSSOM, etc., etc. Voilà pour ça, et donc finalement on a la même chose. On voit en fait que c'est du JS qui change, parce que c'est dynamique ici, on a vraiment des propriétés qui vont changer à chaque clic, et ça va être changé dans le style en ligne. Donc à partir de là, on a des indices qui nous montrent que c'est changé en JavaScript comme ça. Voilà pour ça, je pense que j'ai tout expliqué. Posez-moi des questions si vous en avez. Je pense que c'est vraiment un bon petit exercice, ce genre de choses. C'est stylé, en plus on peut le rajouter dans ces sites, après dans ces créations. Et ça vous permet de faire à la fois HTML, CSS, JS, ce qui est assez pratique. Si vous en voulez plus, vous pouvez aller sur l'école du web, vous pouvez vous abonner à la partie abonnement juste ici, et ça vous donne accès à tous les cours d'un coup, tous les cours d'entraînement, tous les cours pratiques. Et si vous préférez acheter les cours un par un, vous pouvez aller sur Udemy. Donc j'ai également tous mes cours qui sont listés sur Udemy. J'ai créé cette petite page qui n'a pas de rapport, enfin si, c'est un rapport avec Udemy, mais ça vient pas du site Udemy en lui-même, c'est juste une page que j'ai créée avec tous mes cours qui sont répertoriés ici. Voilà. Vous avez une partie entraînement et une partie parcours front juste là. Parfois, il y a des promos que je mets même sur cette petite page. J'ai créé cette petite page parce que sur Udemy, c'est un peu mal présenté quand vous avez beaucoup de cours. Ça montre juste les top cours en premier, mais il n'y a pas les autres. Il n'y a pas de catégorie, etc. Alors que là, c'est un petit peu mieux, je pense. Voilà pour ça. Vous pouvez également aller sur le Discord en newsletter. Alors, sur le Discord en newsletter. Sur le Discord en description. Vous pouvez également retrouver la newsletter en description et pas mal de petites choses comme ça. Voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.